Bien, je vais vous parler de l'immersion de CITA Suez Environnement dans l'économie circulaire, qui a débuté il y a quelques années. Et vous n'imaginez pas le constat qu'on peut en faire aujourd'hui, le changement dans la relation d'acteurs que ça peut entraîner d'une part, et puis d'autre part aussi le changement dans nos propres processus dans l'entreprise. Si je devais résumer, je dirais que jusqu'à un passé récent, notre objet, c'était surtout de proposer des solutions à nos clients, entreprises, collectivités et ménages pour, je dirais, gérer leurs déchets, valoriser ces déchets, soit en matière, soit en énergie. Et puis, on était, on peut dire, dans une économie qu'on pourrait qualifier de push. En fait, on sortait de la matière, on l'orientait vers les filières et on ne se souciait pas forcément de façon cruciale de la demande qu'il pouvait y avoir pour ces matières. Et ça, c'est un enjeu très important et j'en parlerai à la fin de l'exposé par rapport aux ambitions européennes ou françaises. Je crois qu'un des enjeux qu'on va avoir dans les prochaines années, c'est de savoir ce que l'on va faire de la matière que l'on va sortir, que les ménages vont trier, que les entreprises vont trier, pour qu'il y ait preneur et dans une réflexion de boucle circulaire bien comprise, que ça profite si possible au territoire, je dirais, de proximité. Alors, cette évolution, donc, elle répond à une prise de conscience générale qui se traduit sur le plan politique par des ambitions européennes. Vous savez que d'ici 2020, on doit avoir 50% de recyclage matière pour les déchets ménagers. Actuellement, il y a une réflexion au niveau européen pour augmenter ce taux de façon significative, puisqu'il est question de 70% de taux de recyclage à l'horizon 2030. Il est question d'avoir 80% de recyclage des emballages à ce même horizon 2030. Et il faut vous dire que, par exemple, sur les emballages, en France, on tourne actuellement à 63-65% de recyclage. Alors, actuellement, nous avons là en discussion le projet de loi sur la transition énergétique qui comprend un volet sur l'économie circulaire, qui fixe des objectifs pour la France, évidemment, qui sont cohérents avec les objectifs européens tels que je viens de vous les présenter. C'est en discussion au Parlement et il va en sortir, évidemment, un accroissement de l'objectif sur le recyclage matière, mais je ne voudrais pas parler que du recyclage matière. Parlons aussi du retour au sol pour la partie organique et puis de l'utilisation de l'énergie pour les résidus qui ne sont pas recyclables, puisque c'est une problématique que nous devons aussi traiter. Alors nous, Suez Environnement, où nous situons-nous dans la boucle d'économie circulaire ? Bon, vous l'avez compris, on est sur la partie verte, la valorisation des ressources, à travers le recyclage, la valorisation organique ou la valorisation énergétique. Mais on commence à faire quelques incursions dans la partie orange au niveau de une contribution à la réflexion sur l'éco-conception, je dirais, par la connaissance des matériaux que l'on peut avoir et puis par des expériences que l'on a et que je vais vous présenter. Alors, concrètement, j'ai pris le parti de vous présenter quelques exemples concrets de ce que l'on peut faire pour boucler la boucle de l'économie circulaire. Premier exemple, à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, nous avons une usine de recyclage de bouteilles PET. Vous voyez qu'elle traite 500 millions de bouteilles par an, de bouteilles PET qu'elle transforme en paillettes, ces paillettes trouvant d'ailleurs une utilisation qui dans les sièges de voiture, qui dans les vestes polaires, dans la bouteille, retour dans la bouteille, ce qu'on appelle le bottle to bottle, et puis aussi dans les films plastiques qui servent par exemple dans les barquettes alimentaires. Alors, cette usine, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? En fait, nous l'avons modernisée récemment et nous avons ajouté une cascade une ligne de tri optique en cascade qui fait qu'on arrive à une pureté de paillettes sans précédent. Quel est l'intérêt de faire ça ? C'est d'avoir un matériau que l'industriel pourra utiliser beaucoup plus facilement et substituer mieux dans ses nouvelles productions. Mais l'intérêt supplémentaire, c'est que cette usine est elle-même connectée à un laboratoire que nous développons, qui s'appelle Plastlab, et qui vise à d'abord prendre, je dirais, le cahier des charges et les spécifications de ce que va être notre client de la paillette, pour produire la paillette qui correspond à son besoin. Et là, c'est vrai que vous voyez qu'on rentre dans une nouvelle logique qui est,
on n'est pas là uniquement pour produire de la paillette, mais on est là pour produire de la paillette qui correspond strictement à une spécification de producteur. Donc on fait les dosages nécessaires, les formulations, et derrière, l'usine produit exactement ce qu'il faut au client qui nous fait confiance. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, qui est un peu spectaculaire, c'est la réponse à un enjeu qui est comment fait-on pour la gestion de fin de vie des avions de ligne? Vous savez, bon, on a souvent parlé, il peut y avoir du stockage dans les déserts. Et nous avons, avec Airbus et Snecma, mis en place une joint venture qui a consisté à installer à Tarbes une unité, en fait une usine, on pourrait dire, de déconstruction qui est couplée à une installation qui fait du stockage maintenance d'avions. Et les avions qui sont vraiment en fin de vie, ils passent dans ce bloc et ils passent au démontage. Et que se passe-t-il au démontage, qui dure environ 6 semaines? Eh bien, on commence par dépolluer l'appareil de tous ces fluides et gaz. Ensuite, on désassemble les parties qui peuvent être réemployées, par exemple les trains d'atterrissage, par exemple les équipements que l'on trouve dans les cockpits, les instruments, par exemple, donc je disais les trains d'atterrissage, les moteurs, qui ensuite sont révisés par Airbus, contrôlés, et qui peuvent être revendus en pièces détachées pour de la réparation d'autres appareils. Ça, c'est un premier élément. Et la deuxième partie, c'est la déconstruction proprement dite, qui consiste à découper l'avion et de désassembler ces différents matériaux, et on récupère l'aluminium, l'acier, le cuivre, le textile, qui va retrouver donc une nouvelle vie dans les filières traditionnelles. Et j'insiste sur la partie aluminium, parce qu'en fait, c'est de l'aluminium c'est de l'aluminium titré qui a vocation à retourner dans le cycle de production d'avions, ce qui nécessite des caractéristiques très particulières. Donc à Tarbes, c'est opérationnel. On a déjà démantelé une centaine d'avions. Une nouvelle installation va être montée en Espagne à Teruel pour faire le même boulot, stockage, maintenance et démantèlement. Et on va ainsi avoir progressivement une capacité de démontage des avions de 100 appareils par an. Vous me direz, c'est peu, parce qu'on attend dans les 20 prochaines années entre 6 et 10 000 appareils en fin de vie à gérer, mais c'est un début et ça montre que l'on peut arriver, puisqu'on y arrive, à 90% de réemploi et de recyclage d'un avion. Il faut savoir qu'un avion, ça comprend 50 tonnes de matériaux, plus les éléments réemployés. Donc c'est cet ensemble qui permet, vous voyez, lorsque l'avion a terminé sa course, eh bien, 90% de ces éléments vont repartir soit dans la pièce de réparation, la pièce détachée, soit en recyclage matière. Un troisième exemple, alors je voulais ajouter une chose, c'est que pour Airbus, le retour d'expérience de cette plateforme, c'est qu'il étudie le vieillissement des différents composants. Et au départ, il y avait un cahier des charges qui donnait un certain nombre d'heures possibles d'utilisation. Et bien, en fonction de l'état du vieillissement, Airbus fait des arbitrages pour des prolongations de vie d'éléments en fonction de ce qu'ils trouvent en réalité lors du démantèlement. Et ils sont en train aussi de réfléchir à l'utilisation des composants pour les futurs appareils en fonction des difficultés que l'on peut avoir dans le recyclage, le recyclage actuel. Alors, je voudrais vous parler maintenant de ce que l'on fait dans le domaine du verre, donc le verre que vous recyclez, que vous déposez. Alors en France, on ne fait pas souvent un recyclage par couleur. Dans d'autres pays, oui. Mais là, nous avons une usine qui permet, donc avec la dernière technologie mise en place, notamment avec du tri optique, d'avoir une production de calcin en 4 couleurs, ce qui est une première. Ces 4 couleurs qui correspondent aux besoins des verriers. Alors quel est l'intérêt de faire ça? C'est que d'une part, avec la cascade de tri optique, on a un calcin qui est produit qui est d'une pureté là aussi exceptionnelle, qui peut être réincorporé facilement dans la production de verre et qui évite aux verriers de reprendre des minéraux naturels et évite ainsi de l'émission de CO2. On dit qu'on est sur un ordre de 200 kg de CO2 évité par tonne, et ça lui fait une économie de 16 € par tonne. Pourquoi ?
Mais parce que le four, lorsqu'il fait fondre le calcin, il tourne à 1000 degrés, alors que lorsqu'il utilise le mélange sable plus chaux-soude, il tourne à 1500 degrés. Donc il y a une économie d'énergie importante et il y a une économie, évidemment, de matière. Donc ça, c'est encore une solution qui se met dans une logique d'économie circulaire, puisque le résultat, c'est que le verrier, il a, avec cette nouvelle usine, une capacité de substitution potentielle bien supérieure. Alors, je pourrais continuer les différents exemples. Par exemple, au Havre, ici, on a inauguré récemment la connexion d'une distillerie à l'usine de valorisation des résidus de tri des ordures ménagères qui sont aujourd'hui valorisées dans l'usine Écostuaire, qui a été branchée donc à cette distillerie et qui fournit aujourd'hui 70% des besoins en vapeur de cette distillerie. Là, on est typiquement dans une boucle courte. On a de l'énergie disponible, de l'énergie qui ne dépend pas de l'énergie fossile, qui est donc stable dans le temps et qui permet d'alimenter une industrie. Et je dirais que pour l'ancrage territorial, c'est aussi une façon de pérenniser l'installation d'une industrie localement, puisque vous avez une énergie compétitive, indépendante des cours mondiaux. Nous avons aussi au Havre récemment inauguré une grande plateforme qui permet de séparer le verre, le papier, qui traite aussi les déchets du bâtiment, qui traite le bois, notamment le mobilier. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une obligation de récupération des mobiliers mis en vente qui est faite aux metteurs sur le marché. Donc nous avons là une unité qui permet à Écomobilier, l'éco-organisme qui est chargé de récupérer les meubles, de les valoriser, c'est-à-dire de reprendre le bois, le plastique et les métaux qui sont contenus dans les différents meubles. Et puis nous avons en projet, toujours au Havre, la mise en place d'une grosse chaudière biomasse qui va prendre du bois déchet, donc du résidu de bois, et qui permettra d'alimenter une partie de la zone portuaire. Ça, c'est encore un exemple d'économie circulaire. J'aurais pu aussi vous parler du recyclage des matelas. Nous ouvrons à côté de Bordeaux une unité qui va éplucher les matelas, que ce soit les matelas en laine, que ce soit les matelas mousse, les matelas à ressort, et qui permet d'avoir une valorisation à peu près de 100% du matelas. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette logique permet d'initier derrière, parce que j'entendais précédemment qu'on parlait du rôle des PME dans la boucle d'économie circulaire, eh bien vous avez des PME qui se sont spécialisées dans la recuisson et la préparation des mousses en polyuréthane notamment, qui permet d'être réincorporées dans la production de nouveaux matelas ou qui peuvent servir aussi d'isolant dans le bâtiment. Donc vous avez des PME qui, derrière ce démantèlement qui est fait de façon, entre guillemets, intelligente, plutôt que d'emmener ça à l'incinération ou dans un centre de stockage, eh bien, de développer de l'activité sur des éléments nouveaux qui permettent de produire du matériau au lieu d'utiliser le matériau noble. Bon, je pourrais vous parler, mais il me reste 1 minute 30, je fais attention, de la valorisation des organiques. Près de Bordeaux aussi, nous avons ouvert une grande plateforme qui prend les graisses des restaurants, qui prend les biodéchets des gros producteurs, les cantines scolaires, les supermarchés, qui déconditionne ces éléments, notamment quand vous avez des restes alimentaires ou bien des boîtes de conserve périmées. Vous avez une machine qui enlève la partie emballage et qui permet de récupérer la matière. Et tout ceci, on en fait quoi ? Eh bien, on le composte et on fait un retour au sol, ou bien on l'utilise et on le valorise par méthanisation en énergie avec revente au réseau électrique. Et puis, dernier point pour s'amuser, on va dire à Haguenau, il y a l'usine MMM, qui fournit à peu près toute l'Europe de Mars, qui vient d'être reliée à l'usine de valorisation des déchets ménagers locale. Et grâce à ça, 90% des besoins de l'usine sont couverts. Et il faut savoir que l'usine, dans cette perspective, Mars, dans cette perspective, a décidé d'accroître sa production et d'augmenter donc l'activité et l'emploi parce qu'il y a une perspective d'énergie stable et on s'inscrit dans leur propre démarche de zéro émission telle qu'ils veulent l'obtenir à l'horizon 2040. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, aujourd'hui, on recycle 4 millions de tonnes de matière.
on produit à peu près 550 000 tonnes de compost et on a 5 millions de tonnes qui partent dans les différentes unités de valorisation énergétique qui sont en fait ce qu'on appelle les usines d'incinération de déchets ménagers, mais qui sont en fait des unités de valorisation énergétique avec revente d'électricité ou de vapeur à des utilisateurs. Alors, petite réflexion finale sur l'économie circulaire. En fait, l'engagement dans l'économie circulaire, c'est vraiment un changement de modèle, y compris pour nous, et un changement de modèle d'organisation. On est dans une logique double, aval et amont. On devient fournisseur de matières pour des utilisateurs, pour de l'industrie. On en a parlé avec Renaud tout à l'heure. On devient aussi fournisseur d'énergie et on ne peut plus se contenter, comme on l'a trop fait dans ces dernières années, et comme parfois nous on est un peu agacé de l'entendre, il faut le dire, il faut développer le recyclage. D'accord, le recyclage, nous on est les premiers à augmenter le recyclage, mais il faut surtout se soucier de ce que l'on va en faire, parce que sinon ça part à l'exportation, au grand export, et la boucle circulaire courte, elle n'existe pas. Donc je crois qu'on a tous besoin de travailler ensemble, et c'est ce que nous commençons modestement à faire à notre niveau, mais on a besoin d'un accompagnement aussi, d'une stimulation des pouvoirs publics pour cette mise en relation des acteurs qui permet de stimuler la demande. Parce que si vous n'avez pas de stimulation de la demande, eh bien vous allez récupérer de la matière, et il faudra que vous vous souciez à un moment donné du débouché, du bon débouché, et notamment de celui qui permettra de profiter à une économie de proximité. Donc ça, c'est important. Et puis, l'autre point que je voudrais dire pour finir, c'est que tout ceci, c'est bien, mais ça demande aussi beaucoup d'innovation, beaucoup d'investissement, beaucoup de réflexion sur le sujet, et surtout, ça demande du temps. L'économie circulaire, on en parle depuis assez peu. En fait, elle se construit progressivement, mais vous avez compris que des installations comme celles que je vous ai montrées, il faut du temps pour les concevoir, il faut du temps pour les mettre en œuvre, et il faut du temps pour que les clients de l'aval puissent en profiter et qu'on ait vraiment cette connexion entre ceux qui prennent et qui récupèrent la matière et qui la préparent pour une utilisation future et ceux qui l'utilisent derrière. Et puis enfin, il faut de la communication et de l'information. La communication, ça se fait dans ce type d'enceinte aussi, mais c'est vrai que le public et nous tous, on a un rôle important à jouer. Quand on ne trie pas nos déchets chez nous, on fait un peu de gaspillage de matière, il faut le dire aussi, et qu'on a tous une implication assez forte, entreprise, collectivité, et puis nous-mêmes, on va dire ménage, pour que l'ensemble réussisse. Voilà, merci de votre attention.